Coopération Mali-Russie. Dans 12 mois, une centrale solaire sera installée à Sanankorouba. Le sujet est évoqué à Moscou. Une délégation malienne est en visite avec à sa tête le ministre de l'économie et des finances. C'était au cours d'une séance de travail avec la société Nova Wind. Dépannage des groupes de la centrale thermique de Gao à l'arrêt depuis plus de 10 jours. Ils seront très bientôt fonctionnels et les populations auront à nouveau accès à l'électricité. Le constat est fait par le gouverneur de région qui était en visite à la centrale. La chaîne 2 de la radio nationale souffle ses 31 bougies demain 22 mars. Elle a commencé en 1993 avec de la musique et a progressivement changé son contenu. Plus d'un quart de siècle après sa création, la chaîne est devenue une référence en matière d'information, de sensibilisation, de divertissement et surtout d'éducation. Les grandes mutations de la chaîne 2, c'est dans ce journal avec Barakissa Ouattara et Abdul Salam Bambara. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue. Pour commencer, rendons-nous à la primature où s'est tenue cet après-midi la 14e session du Comité exécutif national de l'agriculture et du Conseil supérieur de l'agriculture. Il est à noter que les résultats de la campagne agricole 2022-2023 montrent une baisse substantielle de la production céréalière par rapport à l'année dernière. Les détails avec Alousseni Touré. Le Conseil exécutif national de l'agriculture est l'instance préparatoire du Conseil national de l'agriculture que préside le chef de l'État. Le comité exécutif national évalue la campagne agricole et propose des solutions pour améliorer la campagne suivante. La présente campagne agricole se caractérise par une diminution substantielle de la production céréalière. Cependant, le budget alloué a connu une augmentation de 7%. Le budget alloué à l'agriculture s'élève cette année à plus de 177 milliards contre 94 milliards en 2022. D'autres apports sont à souligner, notamment ceux des projets et programmes et divers apports extérieurs. L'agriculture est le moteur de l'économie malienne. L'économie malienne repose essentiellement sur le secteur rural, qui occupe près de 80% de la population active et contribue à environ 40% du produit intérieur brut. C'est conscient de cette position stratégique que les plus hautes autorités du Mali ont décidé de faire du secteur agricole le moteur du développement économique de notre pays. Pour atteindre cet objectif, et conformément à la déclaration de Malabo, le Mali s'est engagé à allouer chaque année au secteur agricole au moins 10% du budget national et soutient un programme de subvention des intrants et équipements agricoles. C'est le lieu de vous rappeler que cette 14e session du Comité exécutif national de l'agriculture se tient dans un contexte marqué notamment par la création de l'Alliance des États du Sahel entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, le retrait du Mali de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, la volonté des départements en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de relever les défis de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle du Mali, la poursuite de la mise en œuvre de la loi d'orientation agricole et enfin l'élaboration de la vision 2063. Les résultats enregistrés au cours de la campagne écoulée sont jugés flatteurs par le chef du gouvernement qui souligne le rôle prépondérant joué par les services techniques. Les résultats obtenus au cours de la campagne écoulée sont flatteurs et encourageants. Je voudrais en citer quelques-uns. 9 979 027 tonnes de céréales, 582 558 tonnes de coton-graines, 99 748 tonnes de viande rouge, 133 940 tonnes de poissons d'eau douce, 40 587 525 doses de vaccins, 41 853 539 d'animaux vaccinés, 13 162 tonnes de lait collecté et enfin 12 510 vaches inséminées. Sur le plan de la sécurité alimentaire, 1 111 481 000 personnes sur une prévision de 1 246 406 ont bénéficié d'une distribution alimentaire gratuite de 30 010 tonnes de céréales de l'État.
Il ressort de l'analyse des différents documents que la production céréalière a baissé par rapport à la campagne précédente, tandis que le coton ainsi que les productions animales et halieutiques connaissent une augmentation substantielle. Autre secteur très important pour le Mali, l'énergie. Les premiers kilowatts de la future centrale solaire de Sanankoroba, attendus dans un délai de 9 à 12 mois. C'est la volonté affichée aujourd'hui à Moscou au cours d'une séance de travail qui a réuni la délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'Économie et des Finances et les responsables de la société Novawind. Il a été question également du financement des projets en cours avec la Russie au cours d'une rencontre avec les responsables de la Banque du commerce international de Russie, VTB. Envoyé spécial à Moscou, Yaya Konaté, Adama Kamara. Une dizaine de jours après la visite au Mali d'experts de la société Novawind, filiale de l'Agence fédérale de l'énergie atomique Rosatom, Maliens et Russes se retrouvent à Moscou autour des projets de construction de centrales solaires à Sanankoroba et à Bougouni. Sur la table, des questions relatives aux caractéristiques techniques, aux délais, mais aussi et surtout au montage financier. À l'issue de la rencontre, il a été retenu dans un premier temps la construction de la centrale de Sanankoroba dont la capacité sera portée à 200 MW. On était encore avec la société Novawind qui est donc chargée de réaliser une centrale solaire finalement de 200 MW à Sanankoroba avec 10% de stockage par batterie. Nous avons convenu des mécanismes 50%, donc soit 100 MW en EPC, 100 MW également en PPP sur une durée de 7 ans, donc ce qui est vraiment très remarquable au vu de ce que nous avons l'habitude de voir avec les PPP dans ce secteur. Donc il s'agissait de mettre la dernière touche et de se fixer les délais pour démarrer les travaux. Nous sortons très satisfaits de cette rencontre et nous pensons que d'ici une durée de 9 à 12 mois, les premiers kilowatts vont sortir de la centrale solaire de Sanankoroba. Le ministre de l'Économie et des Finances, chef de la délégation, en compagnie du représentant du CNT, s'est également rendu à la Banque de commerce international de Russie, VTB. Les échanges qui ont eu lieu, loin des objectifs des caméras, ont porté sur les questions de financement des grands projets en cours de discussion. C'est la banque d'État qui est la plus engagée dans le financement des opérations commercial et d'investissement de la Russie à l'extérieur. La rencontre de ce matin nous a permis donc de mettre en place des commissions de travail pour convenir d'un mécanisme de financement adéquat de toutes les activités que nous sommes en train de tenter de réaliser avec la Russie et qui doit se faire dans les très prochains jours. Donc on s'est fixé un délai de 1 mois pour régler toutes ces questions pour qu'on puisse signer les accords de financement qui vont nous permettre donc d'assurer le financement de tous ces investissements. Pour mémoire, les projets en cours sont contenus dans une douzaine de mémorandums d'entente qui font aujourd'hui l'objet d'échanges réguliers entre des équipes techniques et des responsables de haut niveau des deux pays. Docteur Madou Diallo, ambassadeur représentant permanent auprès de l'Union africaine à Addis Abeba, a présenté ses lettres d'accréditation le lundi 18 mars 2024 à Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. L'ambassadeur Diallo et le président de la Commission ont eu un entretien fructueux sur la situation politico-sécuritaire au Mali, les questions sous-régionales d'intérêt commun ainsi que les relations de coopération entre le Mali et l'Union africaine. Et Cheikh Mahamadou Chérif Keïta, ambassadeur de la République du Mali auprès de la République fédérale d'Allemagne, a présenté hier ses lettres de créance au président fédéral Frank-Walter Steinmeier. Au cours de l'audience qui lui a été accordée, l'ambassadeur Keïta a transmis au président fédéral les salutations du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, avant de se féliciter des relations historiques entre le Mali et l'Allemagne, premier pays à avoir reconnu la souveraineté nationale et internationale de notre pays. Il a exprimé sa disponibilité et son engagement à s'investir pour renforcer davantage la coopération bilatérale entre les deux pays. Voilà l'ambassadeur du Mali en Allemagne qui présente ses lettres de créance. Direction le Nord,
C'est bientôt la fin du calvaire pour les populations de la ville de Gao, plongées dans l'obscurité depuis une dizaine de jours. Une équipe venue de Bamako est sur le terrain pour dépanner les groupes en arrêt. Et le gouverneur de la région était hier à la centrale thermique pour constater du visu les travaux. Compte rendu Sambare Aïdara, Alassane Ahmadou. Depuis près de 2 semaines, certains quartiers de la cité des Askia sont dans le noir total. Une situation consécutive à l'arrêt des principaux groupes électrogènes qui font fonctionner la centrale thermique de Gao. Pour pallier cette difficulté majeure, le chef de l'exécutif régional s'est pleinement investi auprès des plus hautes autorités pour trouver des solutions durables. Cette visite est donc une suite logique des efforts du chef de l'exécutif régional. Je vois quand même que les techniciens travaillent beaucoup. Le but de notre visite, c'était vraiment les inviter à booster le travail pour qu'avant la fin de ce mois sacré, qu'on ait le maximum. Les hautes autorités du pays et les autorités régionales ont eu conscience de ce problème. C'est pour ça qu'ils ont fourni d'énormes efforts. C'est l'occasion pour moi aussi de remercier l'armée de l'air, son chef d'état-major et tout son personnel, qui ont transféré plus d'une quinzaine de tonnes et plus de 10 techniciens sur notre région. Du côté de la direction régionale de l'EDMSA, on entrevoit le bout du tunnel. Les anciens groupes de notre parc de production sont en révision générale et nous avons déjà commencé l'installation des nouveaux. Je tiens également à demander pardon à la population de Gao. Inch'Allah, la situation va s'améliorer et cela ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Le maire de la commune urbaine qui était aux côtés du gouverneur pour constater l'avancement des travaux de rétablissement de la fourniture d'énergie a tenu à saluer la résilience de la population. La crise est là, mais aujourd'hui, nous pensons que ça peut s'améliorer. La résilience de la population aussi, nous en tenons compte. Les travaux se poursuivent avec satisfaction selon les visiteurs du jour. L'eau pour la paix, c'est le thème de la journée mondiale de l'eau qui sera célébrée demain. Selon les analystes, l'eau peut être source de paix ou de conflit. Ici au Mali, les autorités déploient de gros efforts pour permettre l'accès d'un plus grand nombre de personnes à ce liquide précieux. Awaditma Kamara nous fait le résumé du message du ministre de l'Énergie et de l'eau. Suivons. L'eau, une ressource précieuse qui est le fondement de la vie. Chaque goutte d'eau, qu'elle soit dans nos rivières, nos fleuves, est un trésor inestimable. Au Mali, elle joue un rôle vital dans de nombreux aspects de la vie quotidienne, de l'agriculture à la santé publique, en passant par l'industrie et l'énergie. C'est ainsi que chaque année, des millions de personnes se rassemblent pour célébrer la Journée mondiale de l'eau. Cette année, la journée est célébrée sous le thème « L'eau pour la paix ». Ce thème, l'eau pour la paix, est assez révélateur des challenges du Mali en matière d'accès de nos compatriotes à l'eau potable. En effet, pays sahélien enclavé, le Mali fait partie des pays en situation de stress hydrique, avec moins de 1000 mètres cubes d'eau par habitant et par an. Pire, depuis la grande sécheresse des années 1970, l'on assiste à une diminution progressive et une dégradation continue de la qualité des ressources en eau de notre pays. En plus de cela, il existe de nombreux défis, mais néanmoins, le Mali a entrepris des efforts pour améliorer l'accès à l'eau potable, renforcer la gestion des ressources en eau et promouvoir une utilisation plus efficace et durable de cette ressource précieuse. Des projets structurants sont en cours dans le cadre de l'approvisionnement en eau potable de nos concitoyens. Toutes choses qui illustrent l'engagement de mon département à améliorer le cadre de vie des Maliens à travers un approvisionnement durable en eau potable, des projets ci-après. Premièrement, la Société malienne de patrimoine de l'eau potable, SOMAPEP, poursuit les travaux de renforcement et d'extension du service d'eau potable dans les centres de Bamako, Kaï, Tombouctou, Gao et des études de projet dans 22 centres secondaires. Deuxièmement, la Société malienne de gestion de l'eau potable, SOMAGEP, procède à la mise en œuvre des mesures d'urgence par le renforcement des capacités de production et de distribution d'eau potable dans les centres de Koulikoro, Ségou, Kati, Kankaba, Djéni, Gao, Nioro du Sahel et Sikasso. En outre, de la SOMAPEP et de la SOMAGEP, la DNH, la Direction nationale de l'hydraulique,
et les autres intervenants envisagent en 2024 la réalisation de plus de 3450 nouveaux points d'eau modernes et le renforcement de plus de 620 ouvrages existants dans les différentes localités du Mali. Des projets sont en cours pour construire et réhabiliter des infrastructures hydrauliques, mettre en œuvre des programmes d'assainissement et de purification de l'eau et renforcer les capacités de communautés locales pour gérer leurs ressources en eau de manière autonome et durable. Hydraulique toujours, le président de la transition dote 2 groupes scolaires de l'Académie d'enseignement rive droite de Bamako d'un forage chacun. Ces forages viennent d'être inaugurés par le conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales. C'était à Kalabankoura et Faladje Sokoura. Fadimba Keita. L'inauguration des châteaux d'eau des groupes scolaires de Kalabankoura en commune 5 et de Faladje Sokoura en commune 6 entraîne des liesses de joie des élèves, des autorités scolaires, des comités de gestion scolaire des 10 établissements. Ces 305e et 308e œuvres sociales du plan de la transition pallient la crise d'eau qui sévit dans ces écoles qui relèvent de l'Académie d'enseignement rive droite du sud de Bamako. Les bénéficiaires s'en réjouissent et promettent prendre soin de ces addictions d'eau. Les 2 cours ont vibré au rythme de l'espoir, du bonheur, mais surtout de la gaieté. Parce que nous étions dans un besoin crucial d'eau. Et par la force des choses, et surtout par le courage, le dévouement, le président de la transition nous a gratifiés en nous. Oui, nous ferons vraiment bon usage. Sur les 315 forages installés dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, plus de 200 sont implantés dans des établissements scolaires du pays. C'est une opération d'inauguration de forages. On est à plus de 300 forages, mais la majorité de ces forages-là, c'est dans les écoles. Le président de la transition veut démontrer que les enfants maliens comptent énormément et que la solidarité doit être envers ces enfants parce que c'est eux qui sont les futurs bâtisseurs. C'est pour cela que le président de la transition a voulu sécuriser l'école. Et les œuvres sociales vont continuer et vont se diversifier et s'intensifier. Le président de la transition consacre ainsi tout son fonds de souveraineté à des œuvres sociales. Les acteurs chargés de leur mise en œuvre ciblent au préalable les besoins les plus pressants des structures et populations avant de combler leurs attentes. Journée commémorative du groupement spécial de sécurité présidentielle créé en mars 2013. Ce groupement, comprenant des éléments de la garde nationale, assure la protection et la sécurité de la première institution de la République et aussi participe dans les opérations de sécurisation du pays. La journée commémorative du 11e anniversaire est une occasion pour faire le bilan des activités et identifier les défis à relever. Ari Jumatina. C'est dans une ambiance empreinte de convivialité et d'enthousiasme que le groupement spécial de sécurité présidentielle a célébré son 11e anniversaire. La journée dédiée au GSSP se veut un moment de souvenir et de reconnaissance à l'endroit des forces armées maliennes en général et en particulier les militaires qui assurent la sécurité de la première institution de la République. Cette journée est donc l'occasion de rendre un vibrant hommage à des individus exceptionnels dont les réalisations et les contributions ont eu un impact significatif dans leurs domaines respectifs. Leurs efforts incessants, leur dévouement et leur passion ont non seulement marqué notre groupement, mais ont également inspiré et influencé de nombreuses vies en base arrière aussi bien qu'en opération. Le groupement spécial de sécurité présidentielle GSSP a été créé pour assurer les missions de sécurité des services d'honneur et de défense opérationnelle du territoire. En cette journée commémorative si chère au groupement, certains éléments pour leur dévouement et leur engagement sans faille se sont vus décerner des médailles du mérite militaire, des médailles commémoratives de campagne, des médailles du mérite national avec effigie Lion debout, sans oublier également la remise des insignes du GSSP et des attestations de reconnaissance à certaines personnes pour leur engagement. À l'ensemble du personnel GSSP, je vous exhorte à persévérer dans la dynamique en cours et à retenir que servir son pays, servir sa première institution est un sacerdoce que nous devons continuer à réussir.
Monsieur le chef d'état-major particulier adjoint du président de la transition, soyez notre porte-voix auprès du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, en lui transmettant toute la gratitude de l'ensemble du personnel du GSSP pour avoir aidé à institutionnaliser cette journée commémorative. Le groupement de sécurité présidentielle, en acronyme GSSP, s'est beaucoup amélioré et puis s'est beaucoup professionnalisé et beaucoup modernisé. En plus de sa mission qui est d'assurer la sécurité de la première institution de la République, le groupement de sécurité présidentielle assure aussi, renforce davantage nos éléments qui sont sur le terrain. C'était une belle cérémonie. Ça a permis de présenter le groupement de sécurité présidentielle et puis d'honorer les éléments qui se sont distingués par les différentes médailles. Et puis ça va encourager davantage les autres qui n'ont pas eu de médaille de se transcender, de pousser leurs limites pour être à la hauteur des exigences du groupement de sécurité présidentielle. Le groupement spécial de sécurité présidentielle est composé essentiellement des éléments de la garde nationale. Il travaille avec les autres forces et met l'accent sur l'entraînement et l'instruction pour renforcer l'esprit de cohésion en vue d'accroître sa capacité opérationnelle. Ce communiqué suite à l'attaque terroriste simultanée dans la position de Nofama dans la région de Gao, vigoureusement repoussé par notre vaillante armée avec succès, le mouvement patriotique pour un Mali uni et prospère, MPEP Mali, félicite et encourage les forces armées et de sécurité pour leur bravoure et leur détermination dans la lutte contre le terrorisme et la quête de notre souveraineté territoriale. Le mouvement patriotique pour un Mali uni et prospère présente ses regrets pour les dégâts causés et réitère son engagement sans faille à soutenir les autorités de la transition dans leur lutte contre le colonialisme et le néocolonialisme sous toutes ses formes. En première ligne de l'action climatique, c'est le thème de la journée météorologique mondiale. Cette année, l'événement est marqué ici au Mali par plusieurs activités, notamment une conférence débat sur les enjeux climatiques au Mali. Suivons la cérémonie d'ouverture avec Youssouf Diakité et Alou Bekouni. En première ligne de l'action climatique, c'est le thème mondial pour la célébration de la journée météorologique mondiale, puisqu'on le sait déjà, les défis climatiques mondiaux sont visibles et n'épargnent aucun pays de la planète. C'est pourquoi cette conférence organisée par Mali Météo est une opportunité d'attirer l'attention collective et individuelle sur cette menace mondiale. Pour satisfaire les besoins des usagers, aussi bien du secteur privé que du secteur public, nous leur fournissons soit des données, soit des informations, soit des connaissances et même des compétences. Ces savoirs, nous les délivrons sous une forme simple, facile à intégrer dans le circuit décisionnel. Et c'est ça qui va permettre à nos différents usagers d'avoir un renforcement notable de leur capacité de résilience face aux inclinations climatiques. Les défis climatiques nationaux sont déjà énormes et menacent dangereusement la survie de la population. Inondations, perturbations climatiques, rareté de la pluviométrie sont quelques-unes des questions qui nécessitent des réponses immédiates. Le département en charge de la question est alerte. L'Organisation météorologique mondiale informe que l'année 2023 a été de loin l'année la plus chaude jamais enregistrée, en raison du changement climatique inféré par l'homme et par le réchauffement dû au phénomène El Niño. L'Organisation internationale révèle en outre que le mois de janvier 2024 a été le plus chaud jamais enregistré et que les températures de surface de la mer ont atteint un niveau record pendant 10 mois consécutifs. L'ouverture des travaux de la journée météorologique mondiale a regroupé les départements sectoriels, les services rattachés pour une meilleure dissémination de l'information relative à la météo. Pour mémoire, le 23 mars de chaque année, la journée météorologique mondiale commémore l'entrée en vigueur de la convention qui a institué l'Organisation météorologique mondiale en 1950. On en vient à cette célébration. Elle émet sur Bamako et environ. Elle aura 31 ans demain. Il s'agit de la radio Chaîne 2.
de l'analogique au tout numérique, de 6 heures d'émission à 24/24, la chaîne 2 a connu de grandes mutations. Créée en 1993 par les jeunes de l'ORTM, et la chaîne au départ était une radio purement musicale, et la chaîne pour rapprocher davantage l'ORTM à ses auditeurs. À 31 ans, elle s'assigne comme mission d'informer, d'éduquer, de divertir, mais aussi et surtout de former. Elle est écoutée aujourd'hui à l'international à travers la plateforme digitale. Barakissa Ouattara et Abdul Salam Bambara. Nous sommes en 1987. Des jeunes fraîchement arrivés à l'ORTM mûrissent l'idée de créer une deuxième radio pour combler un vide aux côtés de la radio nationale. Mais c'est en fin 1992 que le projet voit le jour. Le 22 mars 1993, la chaîne 2 émet pour la première fois sur la 95.2. Ici, la 95.2, votre radio à votre service. Il fallait une deuxième radio, en tout cas pour les jeunes, par les jeunes. C'est ainsi que M. Cheikh Amal Adjara, qui était à l'époque directeur général de l'ORTM, nous lui avons suggéré l'idée de créer une deuxième radio. Il a accepté et finalement la chaîne 2 a vu le jour. C'était une radio de proximité d'abord. Une radio de proximité avec la mission d'accessibilité d'abord aux jeunes. La chaîne 2, l'onde de choc, au cœur de l'actualité, 24 heures sur 24. Une radio purement musicale qui se devait de rattraper les radios déjà existantes, voire les dépasser. La chaîne 2 avait comme mission d'occuper la bande FM sur Bamako et ses environs, avec comme cible les jeunes et les femmes. Sa naissance a coïncidé avec l'arrivée d'une jeune génération de journalistes, dont l'actuel directeur général. Et à l'époque, il faut reconnaître qu'il n'y avait pas beaucoup de radios, mais les radios quand même étaient en voie de naissance. Et je crois que les premières radios qu'on pouvait écouter sur la bande FM, c'était la radio Bamakan sur la fréquence 100.0. Il y avait également après la radio Liberté et les autres radios sont venues. Et c'est dans ce contexte-là justement que la chaîne 2 en 1992 a vu le jour. Et dans un premier temps, les responsables qui étaient ici au niveau de l'ORTM ont voulu justement faire face à la concurrence parce que le boom était fulgurant. Donc il fallait trouver une alternative et c'est ainsi qu'on a créé la fréquence 95.2. Oui, entrez donc. Ici, c'est la chaîne 2, 95.2. Du côté technique, c'était une console purement manuelle. Irie Sabo a été témoin de cette grande expérience médiatique. Nous, on avait commencé avec une petite console soudure à 12 entrées. Une petite console. Et on avait 2 magnétophones à bande et on avait des lecteurs cassettes. Les cassettes ordinaires qu'on jouait dans les magnétophones. Donc, c'est avec ça que nous avons commencé. Après, on a enlevé la petite console qu'on a remplacée par une console plus grande et plus performante. Donc, jusqu'en 1994, et le développement a continué. Et actuellement, ils sont avec une console entièrement numérique. La chaîne 2 a fait son petit bonhomme de chemin et grandi en sagesse. De la console manuelle, la chaîne 2 est aujourd'hui au plus haut niveau technique avec la radio filmée. On suit un peu l'ère du temps. Avant, on était en analogique, on avait des équipements analogiques. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement en tout numérique. Je pense que la chaîne 2 est la première radio quand même à faire de la radio filmée. L'animateur donc dans le studio peut en même temps se filmer et permettre aux auditeurs de suivre son animation. Donc ça, c'est vraiment des innovations. Mais dans les perspectives, nous voulons mettre un accent particulier justement sur l'info et la radio sur les plateformes digitales. Les plateformes digitales, il s'agit de Facebook, de Twitter, de WhatsApp. Donc, vraiment, on veut développer cette partie-là pour permettre justement aujourd'hui à tous ceux qui nous suivent de l'intérieur comme à l'extérieur de se sentir comme étant dans le studio de la chaîne 2. Information,
sport, musique, c'est sur chaîne 2, 95.2 FM, votre radio de proximité. À 31 ans aujourd'hui, elle se conjugue au féminin avec des dames à la tête. Leur objectif, relever le défi à l'ère du numérique. La chaîne 2 suit une courbe qui est là, ça évolue tous les jours. C'est une radio participative, c'est une radio communautaire. Et aujourd'hui, j'aime bien le dire, c'est une radio citoyenne parce qu'on est dans un système de refondation, dans un système de Malikoura. Donc les programmes de la chaîne répondent actuellement à cette attente-là de la population. 31 ans, soit un peu plus de 3 décennies d'existence, la chaîne 2 a connu de grandes mutations pour s'imposer aujourd'hui comme l'un des leaders de la bande FM à Bamako. Chaîne 2, la radio du bonheur 95.2. Et donc, demain, la chaîne 2 vous ouvre ses portes. Une cérémonie se tiendra le matin en présence de nombreuses personnes. En tête, les auditeurs bien sûr, et toutes les émissions et les éditions seront spéciales de 6h à 18h. De la capitale, rendons-nous en première région, lancement à Caille des activités du forum de sécurité routière. Des sessions de formation seront organisées pour sensibiliser les usagers de la route sur l'importance de la courtoisie dans la circulation. Reportage Kantoutou Kanouté. Organisé par l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER à l'intention des agents des forces de sécurité, de la gendarmerie et de la police, des personnes en situation de handicap, des chauffeurs et conducteurs routiers, de tricycles et de mototaxis, les activités du Forum de la sécurité routière ont été lancées ce mardi dans la Cité des Rails. L'objectif recherché est de réduire considérablement les accidents de la circulation routière qui ne cessent d'endeuiller nos familles respectives. Il y a 4 types de formations. La formation des fishbacks qui est les forces de l'ordre, la police et la gendarmerie sur le remplissage et l'acheminement du fishback. Le deuxième module, il y a un nouveau code de la route qui est en vigueur. Donc nous allons enseigner ces codes de la route-là aux conducteurs routiers, conducteurs des motos tricyclistes et nos frères et sœurs qui sont en situation de handicap. Le problème de l'insécurité routière qui affecte toutes les couches sociales a pris des proportions inquiétantes, préoccupant les usagers et les riverains du transport routier ainsi que les pouvoirs publics en charge de la gestion de la sécurité routière. Les statistiques annuelles moyennes d'accidents de la route des 5 dernières années révèlent qu'une personne est tuée toutes les 14 heures. Le facteur humain est le plus impliqué dans ces accidents de la route, avec 82%, loin devant les défaillances techniques qui sont la cause de 10% des accidents et l'environnement routier pour 8%. Persuadé des impacts négatifs des accidents de la circulation routière sur la population et l'économie dans notre pays, l'Agence nationale de la sécurité routière, ANASER, sur recommandation de la session ordinaire du conseil d'administration tenue le vendredi 22 décembre 2023 sous la présidence de Mme Damele Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures, a recommandé l'organisation des forats régionaux de la sécurité routière. À l'issue de ce lancement des activités du forum régional de l'ANASER, le chef de l'exécutif régional a procédé à la remise de kits sanitaires à l'hôpital régional Foussine-Dao et à la remise d'équipements de sécurité routière à la gendarmerie et à la police. Tous ces kits ont été offerts par l'Agence nationale de sécurité routière de Caille. Dans sa volonté d'assurer une meilleure visibilité et accessibilité aux chaînes de télévision maliennes, publiques comme privées, la Haute Autorité de la Communication, après une série de concertations avec les distributeurs de la place, a pris la décision d'une nouvelle numérotation logique des bouquets proposés aux abonnés. La HAC se réjouit de l'accueil favorable donné à son initiative et remercie les distributeurs pour la bonne collaboration. Aussi, à compter du 26 mars 2024, les abonnés au bouquet Canal+ pourront capter ORTM 1, ORTM 2, Africa Télévision, TM1, Renouveau TV, Djoliba TV News et Chérifla TV, respectivement sur les canaux
1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les mêmes dispositions sont en cours au niveau des autres entreprises de distribution de programmes audiovisuels pour promouvoir une offre nationale favorablement positionnée. Le choix des premières chaînes a été opéré en tenant compte de la qualité des contenus et des conditions techniques de diffusion. La décision de la HAC qui consacre cette première liste de 7 chaînes est un encouragement aux médias retenus. La dite décision fera l'objet d'une actualisation périodique et en accord avec les distributeurs en fonction de l'évolution du secteur audiovisuel. Plus d'1,240 milliard de francs CFA, c'est le budget prévisionnel 2024 de l'Institut national de formation juridique Maître Demba Diallo. Ces chiffres sont rendus publics à l'occasion de la 12e session du conseil d'administration de la structure. Mohamed Kentao et Abdoulaye Samaki. L'Institut national de formation judiciaire a pour vocation la formation des différents acteurs de la justice. La 12e session ordinaire de son conseil d'administration se tient seulement quelques jours après la prestation de serment des 114 auditeurs de justice. Le budget de la structure a connu une augmentation de plus de 80%. Le projet de budget pour l'année 2024 de l'Institut est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 1,242,499,000 francs CFA contre 677 214 000 francs CFA en 2023, soit un taux de croissance globale de 83,47%. La structure avait pourtant connu des restrictions budgétaires tant au niveau d'investissement que fonctionnement. Malgré cela, elle a su surmonter les obstacles pour se projeter dans les perspectives qui sont prometteuses. Présentement, nous avons 114 auditeurs de justice qui bénéficient de cette nouvelle maquette de formation. Il y a 100 autres qui sont en cours de formation militaire et qui vont bientôt rejoindre l'Institut national de formation judiciaire pour également leur formation initiale. Et ils vont également pouvoir bénéficier de cette nouvelle maquette, n'est-ce pas? Donc nous avons réécrit entièrement, intégralement le programme de formation des magistrats de notre pays et également des greffiers de notre pays. S'agissant des dépenses de formation, l'Institut a reçu un décaissement de 75 millions de francs CFA sur une prévision de 100 millions de francs CFA. Il est très réconfortant de constater que l'Institut a pu exécuter correctement son programme de formation au titre de l'année 2023 en atteignant des résultats largement au-delà des attentes. Le ministre Kassougé a enfin souligné que les administrateurs dont le rôle est de définir la stratégie de l'établissement, déterminer son mode d'organisation et de contrôler l'action des dirigeants doivent examiner avec rigueur le document soumis à leur appréciation. Notre ambition est de bâtir le parc technologique le plus moderne que possible afin de former les futurs génies du Mali et d'Afrique. Ces propos sont du ministre en charge de la communication, Alhamdou Ag Ilien, qui a présidé ce matin les travaux de la 2e session ordinaire du Conseil d'orientation du complexe numérique de Bamako. 178 millions de francs CFA, c'est le budget du complexe. Reportage à Wadid Makamara, Samboujakiti. Ce jeudi matin, dans les locaux du ministère en charge de la communication, les administrateurs du complexe numérique étaient réunis en conseil d'orientation pour évaluer les progrès réalisés au cours des dernières années et planifier les actions futures. Tout va pas bien. Tout va bien à partir du moment où nous sommes encore là, debout, en train de travailler, à concevoir, mobiliser les ressources pour faire face vraiment à cet ambitieux projet. Évidemment, donc il y a des difficultés d'ordre financier et ces difficultés-là, nous pensons que nous allons pouvoir les lever très rapidement parce que nous sommes en pourparlers avec les institutions financières, notamment la BAD qui s'est engagée à financer une première partie. La BIOAD aussi vient de manifester son intérêt pour ce projet. Donc nous sommes très confiants et ambitieux. Nous pensons qu'avec l'aide des autorités politiques, ce projet verra le jour. L'opérationnalisation du complexe numérique a été certes entravée par des récessions budgétaires et les crises que notre pays traverse depuis 2012 et du fait des sanctions imposées à notre pays. En attendant la mise à disposition de moyens adéquats, les activités stratégiques relatives à l'opérationnalisation du complexe numérique de Bamako
sont pour le moment soutenus par le budget national. Cette deuxième session offre également l'occasion aux administrateurs de définir les actions prioritaires afin que le complexe numérique de Bamako réponde aux attentes des autorités maliennes. Le complexe numérique de Bamako devra permettre de créer des milliers d'emplois locaux à travers l'implantation d'entreprises nationales et internationales, notamment dans le domaine du numérique. Par ces biais, il contribuera fortement à la croissance économique du Mali et participera fortement à l'accroissement du PIB du pays. Les retombées économiques et les externalités positives d'ordre social seront remarquables tant au niveau national que régional. Il est attendu la création d'une centaine d'entreprises et des milliers d'emplois directs et indirects. Dans les années à venir, le complexe numérique de Bamako constituera un des leviers puissants pour le rayonnement international du Mali. Son architecture unique et sa salle de conférence multidimensionnelle de 5000 places attireront les rencontres nationales et internationales et le monde numérique. Des perspectives prometteuses pour un avenir numérique prospère au Mali. Le budget de l'Observatoire national de l'industrie, ONI, se chiffre à plus de 102 millions de francs CFA. L'information est donnée au cours de la 7e session ordinaire de son conseil d'administration. Les précisions avec Sokuna Kamisoko. L'Observatoire national de l'industrie, ONI, établissement public à caractère scientifique et technologique, a pour mission de mener des études et d'entreprendre des recherches en vue de promouvoir le développement industriel sur le territoire national. Depuis un certain temps, la structure se trouve confrontée à des difficultés d'ordre économique, un défi que l'ONI compte relever. Cette année était une année difficile au côté budgétaire. Nous avons quand même élaboré un programme pour pouvoir résoudre ces difficultés. Et le programme de 2024 sera globalement axé sur une croissance inclusive de l'industrialisation. Nous avons réalisé auparavant des études. Nous sommes en train de développer un partenariat avec le patronat et les fêtières pour recenser leurs difficultés en vue de faire des recherches et des études pour qu'on fasse des réformes dans ce sens. Le programme annuel 2023 de l'ONI prévoyait une étude relative à la filière pain, mais faute de financement, cette étude n'a pas pu être réalisée. L'ONI s'est attelée à la réalisation d'autres activités prévues à hauteur de 83% pour un montant de 85 185 368 francs CFA. Le budget annuel prévisionnel 2024 de l'ONI s'élève à la somme de 102 988 150 francs CFA, contre une prévision initiale de 133 747 000 en 2023. Créé pour booster l'industrialisation, l'Observatoire national de l'industrie est une réponse à un déficit d'informations et de données statistiques permettant non seulement d'accroître l'investissement, mais aussi de développer le tissu industriel. Pour atteindre ces objectifs, le secrétaire général du département de l'industrie demande l'implication de tout un chacun. Autre rencontre au bilan, 7e session ordinaire du Service national des jeunes, SNJ. Sur 7 activités programmées en 2023, 5 ont été réalisées, soit un taux d'exécution de 71%. Compte rendu, Koumba Sissé, Aruna Diarra. En 2023, le Service national des jeunes SNJ s'est appesanti sur la formation des nouvelles recrues de la fonction publique et la réhabilitation des centres de formation avec un taux de réalisation des activités programmées à hauteur de 71%. C'est la principale information qui ressort de la 7e session ordinaire du conseil d'administration du SNJ. Il y a eu 7 activités programmées. Nous avons pu réaliser 5 activités. Maintenant, 2 n'ont pas pu être réalisés. C'est des fonctionnaires que nous avons formés cette année. Cette série de formations nous conforte dans l'idée que le SNJ doit constituer un passage obligé pour faire des agents de l'État, des citoyens bien formés, responsables, aguerris et susceptibles de servir partout où le besoin se fera sentir. Il s'agit aujourd'hui
et surtout de faire de ces futurs fonctionnaires des agents de l'État pétris des valeurs civiques et d'esprit patriotique, sans oublier les valeurs et les principes liés à l'éthique et à la déontologie de l'agent public. Pour l'année 2024, d'autres formations civiques et professionnelles sont au programme. L'année 2024 verra l'entrée en formation physique et civique des enseignants des collectivités, des élèves fonctionnaires de l'ENA, des greffiers en chef, des auditeurs en justice et des reliquats des 3e et 4e cohortes n'ayant pas encore accompli leur service militaire obligatoire. Nous formons des non-fonctionnaires. Nous avons besoin de la construction de notre centre d'instruction. Nous avons déjà le terrain à Sunsunkoro. Maintenant, nous attendons la mise à la disposition des fonds afin de commencer cette construction. Cette année, le projet de budget du SNJ a connu une diminution de 37%. Il est alors fixé en recettes et en dépenses à la somme d'1,775 milliard de francs CFA. Le Centre d'information et de gestion des migrations CIGEM dispose d'un budget prévisionnel de 218 millions de francs CFA en 2024. Le centre a tenu ce jeudi sa 4e session du conseil d'administration. Daouda Kone. Le conseil d'administration donne l'occasion aux administrateurs du Centre d'information et de gestion des migrations CIGEM de dresser le bilan des activités menées en 2023, d'examiner et de valider les documents de l'année 2024. Le Centre d'information et de gestion des migrations entend mener des activités de 2024 avec un budget prévisionnel de plus de 200 millions de francs CFA. Un certain nombre quand même d'actions que nous projetons. D'abord de dynamiser au fait le service. C'est un établissement public, il faudrait mobiliser les partenaires autour. Et c'est pour ça que la première action, c'est d'abord organiser un atelier pour réunir l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la migration et voir quelles sont les possibilités de partenariat qu'on pouvait établir. Cela quand même nous a permis, avec tous les partenaires, d'identifier 4 objectifs stratégiques autour desquels des activités sont prévues qu'on va tenter de mettre en œuvre ensemble. Au dire du ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, non moins président du conseil d'administration, la 4e session constitue une étape importante dans la poursuite de l'opérationnalisation et du fonctionnement du centre. En adoptant une approche holistique, nous pourrons mieux appréhender les implications de la migration sur notre société et sur notre économie. Permettez-moi de souligner l'importance de notre rencontre dans un contexte où les migrations occupent une place prépondérante dans l'agenda mondial. La migration est un phénomène complexe et multidimensionnel qui ne peut être abordé de manière unilatérale. C'est pourquoi notre engagement envers le dialogue, la coopération et la solidarité est plus important que jamais. Le Centre d'information et de gestion des migrations CIGEM est chargé de mener des études et des recherches dans le domaine de la migration et de promouvoir la participation de la diaspora au processus du développement du Mali. Plus de 527 millions de francs CFA, c'est le budget prévisionnel 2024 de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Les administrateurs se sont penchés sur le budget et le programme d'activité à la faveur de la 7e session ordinaire du conseil d'administration. Le point avec Noufom Sissoko. La 7e session ordinaire du conseil d'administration de l'ESJSC, École supérieure de journalisme et des sciences de la communication, a fait l'état des lieux des activités réalisées en 2023 et s'est penché sur le programme d'activité de 2024. L'année écoulée a notamment été marquée par l'élaboration de l'avant-projet sommaire du nouveau siège de l'ESJSC, la création de la régie de recettes, la formation du personnel administratif et technique en gestion des ressources humaines et en rédaction administrative, la participation de l'établissement à des rencontres internationales, la signature de conventions de partenariat avec de nombreux acteurs nationaux et internationaux. 2023 a vu également la fin des chevauchements des années académiques à l'ESJSC. Comme envisagé lors de notre précédente session, l'ESJSC a réussi le démarrage en 2023 de sa formation en licence communication, en formation initiale et en licence journalisme, en formation continue cours du soir. Cette année 2024, l'ESJSC ambitionne la conception du plan stratégique et du manuel de procédure de l'école. Nous allons organiser aussi
4 ateliers. Un premier pour élaborer et valider la maquette du master en communication. Un deuxième pour former les enseignants à l'élaboration des syllabus. Un troisième pour renforcer les capacités des enseignants à l'élaboration et à la mise en ligne d'outils pédagogiques. Et enfin, un autre pour relire la loi de création et les décrets d'organisation et de fonctionnement de l'ESGC. Le SJSC doit poursuivre les efforts dans l'amélioration des équipements pédagogiques, l'accroissement de ses ressources propres, le développement de partenariats et le renforcement de capacités du personnel enseignant et administratif. Pour la réalisation de ces missions, elle disposera d'un budget prévisionnel équilibré en recettes et en dépenses estimé pour l'exercice 2024 à la somme de 527 233 150 francs CFA contre 546 607 769 francs CFA en 2023, soit un taux de régression de 4,63%. Ce budget prévisionnel de 2024 s'est réparti comme suite. Subvention de l'État, 448 719 000 francs CFA. Ressources propres, 78 514 150 francs CFA. À terme, le SJSC entend se doter de matériel roulant pour des sorties pédagogiques et des nouveaux sièges conformes à sa vocation d'établissement public national et sous-régional. Pour boucler cette page des rencontres bilan, parlons santé. Le CHU IOTA présente un budget de plus de 2 milliards de francs CFA pour l'année en cours. La 31e session du conseil d'administration annonce la mise en place d'une pharmacie hospitalière, la poursuite de la numérisation du dossier médical des patients, entre autres. Barakissa Ouattara et Moussa Togo. L'IOTA, Institut ophtalmologique tropical de l'Afrique, affiche un bilan positif malgré l'insuffisance du budget d'État face aux nombreuses sollicitations. 92% des activités de consultation ophtalmologique et actes chirurgicaux ont été réalisés, ainsi que 99% des activités d'investigation ophtalmologique et 105% pour les examens de laboratoire. Des réformes sont également en cours pour améliorer la qualité des soins au sein de l'Institut. La réforme la plus essentielle, c'est d'abord l'élaboration du projet d'établissement. Ce projet d'établissement a été élaboré, validé l'année dernière et ensuite approuvé par le ministère de la Santé. Comme autre réforme en cours, il y a également le règlement intérieur de l'IOTA. Et ce règlement intérieur également a été approuvé, validé et approuvé l'année dernière par le ministère de la Santé. L'autre grande réforme est la formation et l'informatisation du dossier médical. Selon le conseil d'administration, le projet du budget 2024 a connu une augmentation de plus de 3%. Pour l'année 2024, le projet de budget du CHU IOTA s'équilibre en recettes et en dépenses à 2 755 563 352 francs CFA contre 2 671 719 286 francs CFA. L'Institut envisage également de trouver un nouveau local pour mener à bien sa mission de prise en charge efficace des maladies oculaires. Le directeur général des douanes a le regret de vous annoncer qu'un faux avis de vente aux enchères de véhicules numéro 001 MEF DGD DRPPV en date du 20 mars 2024 circule sur les réseaux sociaux. À cet effet, le directeur général des douanes informe les usagers que cette information n'émane d'aucune de ces structures. Pour preuve, la structure dénommée Direction des recettes de la planification et des programmes de vérification ayant lancé l'avis n'existe plus dans l'organigramme du service des douanes depuis 2022. Le cachet n'est pas celui du directeur général des douanes en raison de la mention ministère des Finances au lieu de ministère de l'économie et des Finances. La signature n'est pas celle du directeur général des douanes. Le faux avis de vente ne respecte pas la charte graphique mentionnant l'adresse complète du service en bas de page. En outre, il faut préciser que les avis de vente n'émanent pas du directeur général des douanes, mais plutôt des différentes structures concernées par la marchandise en question.
En conséquence, le directeur général des douanes invite l'ensemble des usagers du service à plus de vigilance. Enfin, l'administration des douanes se réserve tout droit de recours. Sport, basketball. Le Mali abrite du 23 mars au 1er avril prochain le tournoi international de l'amitié des moins de 18 ans. La commission d'organisation était face à la presse hier pour faire le point des préparatifs. Le compte-rendu de la conférence avec Salif Ouedraogo. Ce tournoi de basketball U18 masculin et féminin, dénommé Tournoi international de l'amitié, que va abriter notre pays, regroupera du 23 mars au 1er avril prochain 5 pays. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry, du Sénégal, de la Tunisie et du Mali naturellement. L'organisation de ce tournoi à Bamako permettra de renforcer l'image du Mali sur le plan international et de raffermir les liens d'amitié et de coopération avec ces pays dans le domaine du sport, sur le plan social, sur le plan culturel, avec ces pays participants. Le tournoi vise principalement à offrir un cadre de préparation aux sélections nationales en vue des échéances futures afin que le Mali soit sur les premiers rangs lors des différentes compétitions internationales qui pointent à l'horizon. En plus de l'organisation, la communication est un autre défi à relever. C'est pourquoi un accent particulier a été mis sur le rôle de la presse dans la mobilisation. La presse, dans sa globalité, a un rôle important à jouer. Dans cette mobilisation, et nous sommes persuadés qu'elle va s'y mettre, elle va contribuer efficacement, comme à chaque fois que notre pays s'est retrouvé face à des défis engageant son image. Nous lançons un appel à la jeunesse malienne, au mouvement sportif national, à une forte mobilisation pour permettre au Mali d'honorer cet engagement et de réserver un accueil chaleureux à la jeunesse africaine chez nous au Mali. La particularité du tournoi est que les moins de 17 ans filles du Mali seront également de la partie. À noter que tous les matchs de la compétition se tiendront au Palais des Sports Salmatou Maïga. Voilà, la deuxième chaîne de la radio nationale célèbre ses 31 ans demain. Pour l'occasion, la chaîne propose à ses auditeurs un programme spécial et c'est de 6h à 18h. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.